Bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin ce soir. Et comme tous les jeudis, c'est Parole de jeunes, le débat avec de jeunes responsables politiques et associatifs. Ils réagiront à de nombreux sujets, dont l'alliance entre François Bayrou et Emmanuel Macron. Est-ce une autre manière de faire de la politique? Et puis, autre accord ce soir entre Benoît Hamon et Yannick Jadot qui retire sa candidature. Parole de jeunes est à suivre. Et pendant ce temps, Marine Le Pen, bien installée au second tour dans les sondages, est l'une de ses propositions. La sortie de l'euro fait frémir les marchés, mais pas ses électeurs. Alors qu'en est-il? L'euro est-il en danger? Le match des idées sur ce sujet opposera notre chroniqueur Jean-Louis Gombault à l'économiste Thomas Porcher. Enfin, l'entretien, mon invité va nous plonger dans un monde de secrets, un univers sulfureux aussi. Les RG, deux initiales célèbres pour définir les renseignements généraux. Brigitte Henry y a travaillé près de 30 ans. Elle nous parlera des affaires les plus marquantes. Son livre s'intitule « Histoire secrète des RG » chez Flammarion. Le grand entretien tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci de nous suivre. Vos remarques aux questions avec le hashtag OVPL. Et avant d'accueillir mes premiers invités, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. Il est signé Julie Hulin. Dernière journée ce jeudi de la 14e législature de la 5e République. Les sénateurs se sont retrouvés cet après-midi pour l'ultime séance de questions au gouvernement qui clôt la session parlementaire ordinaire du quinquennat de François Hollande. Nous sommes au Sénat. Moi, je crois beaucoup au bicamérisme, à l'importance du Sénat. Toutes les grandes démocraties, la plupart des grandes démocraties, ont deux chambres. Une chambre basse, l'Assemblée nationale, une chambre haute, le Sénat. C'est très important. Ça permet d'améliorer les textes. Il y a un dialogue constructif qui s'établit entre les deux chambres. Et vous savez que lors de cette législature, pendant les 5 ans qui viennent de s'écouler, les 2 tiers des textes ont été adoptés après un accord entre les deux chambres. Après que les textes aient été travaillés par les deux chambres avec des amendements sénatoriaux de l'Assemblée nationale, il y a un accord sur 2 tiers des textes. C'est dire l'importance du bicamérisme, très utile à la démocratie. Les travaux en séance plénière sont suspendus jusqu'à la fin du mois de juin. Durant cette période, le Sénat va poursuivre ses travaux de commission d'enquête et de mission d'information. Europe Écologie Les Verts. Après de longues semaines de négociations, le candidat Europe Écologie Les Verts a finalement décidé de s'allier avec le candidat de la gauche Benoît Hamon. Pour la première fois depuis 1974, l'écologie politique ne sera pas représentée au premier tour d'une élection présidentielle. Notre pays est au bord de la rupture, il peut basculer vers le nauséabond, le racisme, Marine Le Pen, il peut basculer vers l'espérance. Et ma responsabilité, celle que j'ai prise, c'est, comme ça a été dit dans le reportage, de dépasser les égos, de déporter les appareils politiques et de construire la grande aventure de cette élection présidentielle. Alors oui, ce soir, je retire ma candidature. C'est ce sur quoi voteront tous ceux qui ont participé à la primaire écologiste. Manifestation. 16 lycées bloqués et une douzaine perturbés. Suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux, des dizaines de lycéens ont bloqué ce matin leurs établissements pour soutenir Théo et clamer leur colère face aux violences policières. En fin de matinée, 1 millier de manifestants se sont rassemblés place de la Nation. Une manifestation qui a très vite tourné à l'affrontement. 11 personnes ont été interpellées pour vol en réunion et dégradation. Bruno Leroux et Najat Vallaud-Belkacem ont tous deux lancé un appel au calme. Je voudrais dire qu'il y a une émotion bien compréhensible dans la jeunesse à l'égard de l'affaire Théo. Mais qu'il faut laisser la justice travailler. Évidemment, c'est un appel au calme que je lance parce que les débordements, les violences, les blocages ne sont pas acceptables et que l'État fera preuve de la plus grande fermeté par rapport à tout cela. Déclaration. Les Français ont besoin de constater que des hommes politiques sont capables de faire passer l'intérêt général au-dessus de leurs ambitions personnelles. Et François Bayrou, hier, a fait un acte fort de choisir de tendre la main à Emmanuel Macron pour travailler ensemble dans un moment extrêmement difficile pour la France. François Bayrou avait voté pour François Hollande et donc on peut trouver normal qu'il soutienne le candidat qui se présente comme le successeur de François Hollande pour faire la même politique. Mais j'ai trouvé aussi assez incohérent que François Bayrou, qui n'avait pas de mots assez durs pour
pour pourfendre Emmanuel Macron comme étant le candidat des forces de l'argent, et bien qu'aujourd'hui François Bayrou se retrouve rallié derrière Emmanuel Macron, ça m'a surpris. Au Sénat. Depuis l'affaire Pénélope Fillon, leur métier est sous le feu des projecteurs. Gérard Larcher a reçu ce matin les syndicats des collaborateurs parlementaires. Ils réclament un véritable statut pour leurs fonctions et une remise à plat des conditions de licenciement. Nous considérons, et nous pensons l'avoir démontré aujourd'hui, que c'est le licenciement pour motif économique qui doit être conseillé aujourd'hui et qui doit même, pas simplement être conseillé, qui doit être considéré comme la procédure adaptée au licenciement de fin de mandat. Avec la fin de législature, près de 300 assistants parlementaires pourraient se retrouver sans emploi d'ici la fin du mois de septembre. Le débat Parole de jeunes, c'est tous les jeudis soirs dans votre émission On va plus loin. Et c'est le débat qui donne la parole à de jeunes responsables de différents domaines, politiques, associatifs. Alors l'objectif étant de découvrir de nouveaux profils et de leur permettre de confronter leurs idées, leurs points de vue. Et nos invités ce soir, je vous les présente avec plaisir. Sandrine Bourg, bonsoir. Bonsoir. Responsable adjointe des Jeunes Républicains des Hauts-de-Seine. Nous accompagne Sacha Ollier, bonsoir. Bonsoir. Cofondateur du mouvement Les Jeunes avec Macron. Alexandre Loubet est là, bonsoir. Bonsoir. Président des Jeunes de Debout la France. Et Jérémy de Sercq, on est ravis de vous recevoir, bonsoir, de vous accueillir, bonsoir. Président des Jeunes Agriculteurs. Alors, Madame, Messieurs, voici les thèmes de ce Parole de Jeunes ce soir, avec tout d'abord l'accord et la poignée de main entre François Bayrou et Emmanuel Macron. Est-ce une nouvelle forme ou en tous les cas une autre manière de faire de la politique? Nous évoquerons également ce soir les accords qui se multiplient, avec tout à l'heure celui qui va probablement lier Benoît Hamon et Yannick Jadot, qui retire donc sa candidature. Autre thème, l'agriculture. Est-elle la grande oubliée de cette campagne? Avant l'ouverture du salon ce samedi, on posera la question alors que les candidats vont défiler dans ce que l'on appelle la plus grande ferme de France. Enfin, nous parlerons aussi de la grogne des ce que l'on appelle les petits candidats qui veulent dénoncer le verrou antidémocratique des grands partis dans cette présidentielle. Ils veulent se faire entendre. On va évidemment évoquer ce sujet. Mais d'abord, première réaction, mais on va d'abord faire le déroulé de cette journée entre François Bayrou et Emmanuel Macron. Hier, il y a eu la proposition, aussitôt acceptée. Aujourd'hui, la rencontre et la poignée de main. Pour quels effets, ça nous le verrons. Mais d'abord, cette journée racontée aujourd'hui. L'alliance officiellement scellée devant les objectifs, François Bayrou et Emmanuel Macron entament leur partenariat politique et veulent tourner la page des piques et des accusations lancées dans la presse et sur les réseaux sociaux avant ce rapprochement. Mon rôle est très simple. Je vais tout faire pour aider. On a eu des différences, on a même peut-être eu des divergences. On a peut-être même eu des mots de part et d'autre qui étaient un peu rugby, on va dire ça, hein, c'est-à-dire un peu mêlée ouverte. Mais il y a des moments où on est obligé de dépasser tout cela. Ils assurent que leur association est basée sur un socle de valeurs communes, notamment sur la moralisation de la vie politique et que les négociations d'appareil ne sont pas encore d'actualité. Vous savez, il faut faire les choses dans le bon ordre. C'est toujours mieux pour y arriver. Et donc là, nous avons un projet à finaliser, une campagne à conduire et des élections présidentielles à gagner. Viendront ensuite les législatives. Et nous le ferons dans cet ordre, parce que c'est l'ordre des institutions et c'est le temps politique. Emmanuel Macron affirme qu'il fera de la place aux différentes sensibilités engagées à ses côtés. Ce ralliement fait frémir les enquêtes d'opinion. Dans un sondage BVA, il repasse en seconde place derrière Marine Le Pen et devant François Fillon. Voilà, alors que symbolise cette rencontre entre les deux hommes? Alexandre Loubet, pour les deux, ils parlent d'une nouvelle manière, une autre manière de faire de la politique. Je ne suis pas sûr que l'opportunisme soit une nouvelle manière de faire de la politique, malheureusement. Je crois qu'aujourd'hui, on l'a vu avec, c'était M. de Rugy, me semble-t-il, qui également rejoint Emmanuel Macron. On voit que l'opportunisme est en marche. M. Rugy qui s'était lui-même engagé à soutenir le vainqueur de la primaire socialiste, ce qu'il n'a pas fait. Moi, ce que je constate très simplement, c'est que François Bayrou avait donc appelé à voter pour le pire président de la Ve République. Il appelle aujourd'hui à voter pour celui qui deviendrait pire encore, je crois, s'il se retrouve à l'Élysée. Mais ça ne m'étonne finalement pas tant que ça, étant donné qu'il a plus ou moins la même attitude que M. Macron. Il y a encore quelques semaines, François Bayrou tirait à boulet rouge sur Emmanuel Macron. Et tout comme Macron, il a retourné sa veste, tout comme Macron le fait régulièrement sur beaucoup de sujets, que ce soit la colonisation qu'il a évoquée, que ce soit les 35 heures, que ce soit le mariage pour tous, et je passe beaucoup de sujets.
Quel réquisitoire, Sandrine Bourg, au-delà de vos différences aujourd'hui sur le plateau et de vos étiquettes politiques, est-ce que vous n'y voyez pas justement la fin peut-être des clivages, un vrai centre en France et puis une autre manière? C'est quand même un accord entre deux responsables politiques, peut-être une autre vision de la politique. La fin d'un clivage, non, puisque je vais rejoindre ce que disait mon collègue, c'est-à-dire que François Bayrou a voté François Hollande en 2012. Aujourd'hui, il se rallie à l'héritier de François Hollande dans cette campagne présidentielle. Donc, nouvelle façon de faire la politique, je ne crois pas. C'est juste une nouvelle alliance, comme on a l'habitude d'en voir des dizaines en permanence dans le monde politique. Sacha Houlié, défendez-vous. Non, vous êtes avocat de formation, moi, je vois beaucoup d'aigreurs sur ce plateau et je n'y répondrai pas parce qu'on a un principe chez En Marche et chez les Jeunes avec Macron, c'est la bienveillance, parce qu'on croit qu'elle est contagieuse. Après, sur ce que symbolise... C'est pas immédiat en tous les cas. C'est pour ça que je vais essayer de la diffuser. Sur ce que symbolise cette alliance, et je crois que le terme est approprié. D'abord, c'est la recomposition de la vie politique. Ce qu'on a décrit, c'est qu'il y avait les conservateurs d'un côté et les progressistes de l'autre. Or, nous, on entend rassembler les progressistes. Je vois que les conservateurs sont alliés en face de moi. Très bien, tant mieux pour eux. Ils ont qu'à se rallier derrière l'une des candidatures. Nous, on fait le travail, en tout cas, pour allier les progressistes. Et c'est dans cette démarche que François Bayrou nous rejoint. Après, deuxième chose, c'est que c'est une alliance programmatique. Les conditions qui ont été opposées par François Bayrou, ce sont les nôtres, celles de notre programme. La pluralité en politique, la vraie alternative, et non pas l'alternance, la moralité de la vie politique, donc la probité des élus, la façon dont on fait la grande loi de moralisation de la vie publique, et l'Europe. Parce que ça, on l'a oublié aussi, mais comment on met un terme à la loi du plus fort et comment on organise mieux les institutions européennes. Vaste programme. Exactement, mais au moins, c'est des valeurs communes qu'on partage. Et quand on parlait de socle de valeurs et de projet qui sera présenté le 2 mars dans sa globalité, mais beaucoup de choses ont déjà été dites par Emmanuel Macron sur le travail, sur l'éducation, sur la santé, sur l'Europe, toutes ces choses-là, elles forment le socle de valeurs communes sur lequel François Bayrou aujourd'hui nous rejoint et qui scelle notre alliance. Vous allez tous réagir, mais d'abord, Jérémy Decercle, peut-être que vous avez un regard un peu plus distancié. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat des jeunes agriculteurs. Comment vous voyez, vous, ces recompositions aujourd'hui qui sont à l'œuvre, ces accords passés? Est-ce que ça vous paraît être des accords, j'allais dire, politiciens ou au contraire, c'est peut-être quelque chose qui peut amener à un vrai changement? Ça laisse quand même penser que voilà, c'est des accords politiciens. Alors, peu importe, encore une fois, le syndicat Jeunes Agriculteurs a la particularité ou non, mais en tout cas de considérer être apolitique. Et donc, voilà, je ne vais pas m'engager sur le fait de savoir si c'est bien ou pas bien que Bayrou ait rejoint Macron. Voilà, nous, on a quand même l'impression, vu ce que vit le peuple français aujourd'hui, que toutes ces manigances-là, ces ralliements sont un peu éloignés des vraies problématiques. Alors, sans doute que les collègues qui sont autour de la table vont me dire que c'est normal que chacun candidate et amène un projet, des propositions. Mais voilà, le regard que peuvent avoir notamment mes collègues agriculteurs, je pense qu'il est un peu troublé là-dessus. Et voilà, on a un peu Votre regard est important parce qu'il y a ce que vous dites et vous adressez à des jeunes responsables politiques, mais quelque part aussi aux médias, parce que cela fait quelques heures que nous commentons beaucoup. C'est un fait politique, donc il est normal qu'on le commente, cette rencontre. Mais est-ce qu'on n'en fait pas aussi, Sacha Houlié, pardonnez-moi, un peu trop vis-à-vis des autres problèmes majeurs dont parle monsieur? Évidemment, je sais que vous allez me dire que vous allez présenter le programme bientôt. Exactement. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois que tout cela dépasse un petit peu tout le monde? Écoutez, de toute façon, nous, on vit notre vie politique, on vit notre temps politique, et depuis le départ, on a un calendrier qui est le nôtre, et duquel on n'a jamais varié. Alors, on a été voir les Français, on leur a demandé quelles étaient leurs difficultés, et on a aussi été voir des agriculteurs dans cette démarche. On a ensuite présenté les meetings de restitution, où il y avait un sujet sur la probité, sur le non-cumul des mandats, sur la proportionnelle, sur la façon dont les élus doivent avoir un casier judiciaire vierge, et donc on a déjà fait tout ce socle de propositions. Ensuite, on a eu l'annonce de la candidature. Désormais, on est dans toute la phase programmatique sur laquelle nous rejoint François Bayrou, et sur les propositions sur l'agriculture qu'on développera tout à l'heure, mais surtout qu'on exposera au Salon de l'agriculture le 1er mars. Et enfin, on arrivera à ce qui est pour nous le vrai juge de paix, au-delà des sondages, au-delà de tout ce qui est mesuré aujourd'hui, qui sera notre primaire à nous, le premier tour de l'élection présidentielle le 23 avril. C'est la même pour tous. Sandrine Bourg, je vais vous laisser réagir aux propos de Sacha Houlié, mais une question, parce qu'il y a eu un autre accord quand même ce soir. En tous les cas, il doit être encore approuvé, je le précise, ce week-end par les militants d'Europe Écologie Les Verts, mais c'est quand même un accord qui est scellé pour le moment entre Benoît Hamon et Yannick Jadot. On a l'impression quand même aujourd'hui qu'il y a
un mouvement politique qu'il faut absolument rassembler. Rassembler au centre, rassembler à gauche, et on se tourne vers vous, vous qui soutenez votre candidat François Fillon. Il rassemble son camp, il est vrai, mais au-delà, comment fera-t-il ? C'est une vraie question que vous posez aussi. C'est une question déjà concernant l'alliance entre Yannick Jadot et Benoît Hamon. Bon, je pense que c'est une alliance assez naturelle. On a quand même souvent l'habitude de voir le Parti socialiste et les Verts s'allier. Donc je trouve ça très bien qu'il y ait quand même une demande, qu'on pose la question aux militants adhérents sur ce sujet-là. Après, concernant François Fillon, est-ce qu'il va rassembler un maximum ? J'ai envie de dire que c'est ce pourquoi on fait campagne au quotidien, c'est pourquoi on va sur le terrain, c'est pour essayer de convaincre un maximum de personnes, au-delà des adhérents et des militants qui sont déjà convaincus. C'est simplement l'objectif d'une campagne présidentielle. Alexandre Loubet, tout à l'heure, j'ai posé la question du clivage. Est-ce que c'est toujours ce même clivage traditionnel qui structure notre vie politique gauche-droite ? Mais vous auriez dû tout de suite me répondre. Je posais, il est vrai, la question à votre camarade. Mais non, le clivage pour vous, c'est souverainiste. Je crois effectivement que ça rebat beaucoup les cartes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un clivage entre évidemment, c'est entre guillemets mondialistes, ceux qui acceptent cette mondialisation anarchique et qui d'ailleurs est en train de dévaster l'agriculture française aujourd'hui, je crois, et ceux qui défendent plutôt leur pays, les patriotes, exactement, les patriotes, on va en reparler juste après, et les fameux patriotes qui, je tiens à le signaler, ne sont pas représentés par un seul parti. Il n'y a pas de monopole de la patrie par le Front National. Nicolas Dupont-Aignan également est candidat à l'élection présidentielle. On parlera tout à l'heure des débats et c'est absolument scandaleux ce qui est en train de se dérouler puisque il y a une prise en otage par TF1 de la campagne présidentielle. Donc peut-être qu'une chaîne comme TF1 voit d'un bon œil justement tous ces ralliements, finalement toute cette politique politicienne, mais au final, qu'est-ce qui va se passer ? On va se retrouver avec toujours les mêmes partis, exactement les mêmes, que ce soit la gauche comme la droite, qui depuis 30 ans ont conduit le pays dans le même déclin dans malheureusement tous les secteurs. Et que proposez-vous ? Oui. Vous oubliez quand même que sur les mêmes partis, la première force politique, elle est émergente puisqu'elle n'a même pas un an, et c'est la nôtre. Non, vous n'êtes même pas la première force politique. La première, c'est l'abstention. Dans les sondages qui sont peu fiables, ensuite il y a le Front National. Vous voyez un peu trop haut pour le moment. En tout cas, dans la tendance. Dans la tendance. Il est vrai, il y a une vraie dynamique. Ça, c'est une attitude qu'a monsieur effectivement Macron de toujours se voir très en avant, etc. Mais sachez qu'une bulle, ça éclate et très vite. On le voit d'ailleurs dans les sondages. Elle dure beaucoup, la bulle. Oui, mais elle éclate après. Les sondages le disent d'ailleurs, et les meetings. Je vois Jérémy Descercles. C'est intéressant, je vous vois sourire un petit peu de regarder ce genre de passe d'armes aujourd'hui. Ça me fait sourire parce que malgré tout, dans la profession agricole, on a aussi certaines divergences au sein notamment du monde syndical, mais peut-être avec d'autres acteurs du monde agricole. Et voilà, chacun défend son point de vue avec détermination et c'est plutôt agréable aussi de voir qu'il y a quand même une jeunesse française engagée. Qui a des convictions fortes. Puisque vous parlez de sourire, il y en a une qui sourit justement à cette alliance entre François Bayrou et Emmanuel Macron. Non, c'est Ségolène Royal. On va l'écouter, écouter ses propos. Ça nous ramène à 10 ans en arrière, puisque c'était en 2007, où j'avais déjà eu cette volonté de dépasser les clivages. J'avais fait cette proposition à François Bayrou, il a mis 10 ans de réflexion, finalement mieux vaut tard que jamais. Mais quand j'entends dire, je ferai un petit peu d'humour quand même, quand j'entends dire que c'est vraiment la modernisation de la vie politique, non, ça fait 10 ans que cette possibilité-là avait été ouverte. Et je regrette que ça n'ait pas eu lieu. Et lui aussi, je pense, l'a regretté. Je ne peux pas critiquer aujourd'hui ce que j'avais voulu faire il y a 10 ans, mais je ne peux pas non plus laisser dire que c'est une formidable innovation politique, une restructuration, une recomposition politique follement moderne, parce que des choses étaient évidentes déjà il y a 10 ans. Voilà, avec humour et un certain bon sens qu'on lui reconnaît, Ségolène Royal vous rappelle directement que nouveau, c'est plutôt un retour vers le passé. Ce qui est quand même nouveau, c'est que Bayrou a accepté aujourd'hui de faire l'union qui fait justement non plus le centrisme, mais l'aspect central de la position qui est la nôtre dans l'élection présidentielle. Sa position n'est plus la même qu'il y a 10 ans, parce qu'il y a 10 ans, il a quand même pas fait le même score que ce qui... Mais voilà, déjà en fait, le problème c'est qu'on raisonne uniquement en termes électoraux et en termes de score. C'est pas notre position. En termes de programme, c'est peut-être pas votre position, mais je pense quand même que c'est la position de François Bayrou. Ce qui est intéressant, c'est que tu as annoncé, donc vous alliez enfin annoncer votre programme, ce qui est très bien. Avec toutes les propositions qu'on décline
bulle éclatera à ce moment-là. Oui, très bien. Ouais. Mais la bulle éclatera à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez enfin mettre écrire ce que vous avez, ce que vous pensez vraiment, on nous a peut changer, comme l'a fait M. Fillon à plusieurs reprises. À partir du moment où vous allez l'écrire, moi je suis convaincu que votre va-et-vient permanent qui permet de rassembler des voix d'un peu partout, il va s'écrouler. Vous allez vous écrouler sur vous-même. Je pense que les gens à qui on va montrer qu'ils gagneront plus en net sur leur fiche de salaire, ils seront tout à fait d'accord avec ce qu'on va proposer. Mais je suis convaincu, puisque nous aussi on défend à peu près la même chose. On l'a défendu bien avant. Il y aura le programme. Je rappelle, je précise que demain ce sera dans les Échos. Emmanuel Macron va commencer à dévoiler en tout cas ce qu'on appelle le cadrage budgétaire et économique avec un plan de 60 milliards d'économies de dépenses publiques. Donc on entrera vraiment dans les détails pour savoir où est-ce que ces économies sont faites. On va rentrer dans le détail sur un sujet important, c'est l'agriculture. À quelques jours de l'ouverture de ce salon, ouverture ce sera samedi, eh bien les candidats vont y défiler, serrer des mains, pardonnez-moi pour ce mot aussi, tâter le cul des vaches, mais derrière cette vitrine, eh bien c'est une véritable agriculture en souffrance. On ne noircit pas le tableau, au contraire, on parle de la réalité et on voit tout cela avec Marie Brembo. 5 années douloureuses, marquées par une crise conjoncturelle et structurelle qui touche tous les secteurs de l'agriculture, avec au premier plan des sinistrés, les exploitants laitiers et les éleveurs bovins. Manifestations, blocages, accueil délétère pour le président Hollande lors du dernier salon de l'agriculture. Face à la colère et à la détresse, l'exécutif aura répondu à coups de plans d'urgence et de carnets de chèques. Garantie de la moitié des emprunts des agriculteurs en difficulté, année blanche de cotisations sociales pour les agriculteurs aux faibles revenus, 1 milliard d'euros par an d'aide de la PAC sera réorienté vers l'élevage, mais d'ici 2019. La situation économique et financière des agriculteurs demeure préoccupante. En 2015 et 2016, un agriculteur sur 3 gagne moins de 400 € par mois. Jérémy Le Cercle, je vais vous faire réagir évidemment sur cette situation générale, mais plus particulièrement il y a quelques jours ici même, et dans le cadre de l'entretien que nous organisons à la fin de cette émission, j'ai reçu un couple d'agriculteurs qui a raconté dans un livre qu'ils ont été contraints de vendre leurs vaches. Ils nous décrivaient aussi une vie de travail rude, d'angoisse également, avec beaucoup de factures, la peur à la fin du mois. Qu'est-ce qui peut encore donner aujourd'hui envie à un jeune agriculteur, à vous et d'autres, de devenir agriculteur ou de reprendre l'activité souvent familiale ? Malgré tout, l'agriculture et ceux qui essayent d'en vivre, parce qu'effectivement, le reportage le dit, il y a malheureusement beaucoup de nos collègues agriculteurs qui ont quand même du mal à sortir un salaire. Ça reste malgré tout une passion, l'agriculture. Alors voilà, être son propre patron, c'est sans doute une des premières choses qu'on met en avant. Après, voilà, travailler avec du vivant, que ce soit la terre ou les animaux, voilà, c'est des choses qui attirent quand même encore. Les écoles d'agriculture sont encore bondées de jeunes filles et jeunes hommes prêts à rentrer dans le métier aussi. Et on a la responsabilité dans ce pays aussi de donner un avenir aussi à ce potentiel de jeunes. Et donc, voilà, je pense que ça attire encore pour toutes ces raisons-là. Le travail avec le vivant, encore une fois, les animaux et la terre, ça c'est ce qui attire. Je voudrais juste dire un petit mot quand même, on l'a vu dans le reportage, rendre hommage quand même à Xavier Belin qui nous a quittés dimanche dernier. Et voilà, je pense que cette personne a aussi incarné l'agriculture et a donné de son temps. Et quand on voit autour de la table des jeunes responsables qui sont prêts aussi à s'engager pour essayer de défendre une cause, voilà, Xavier Belin l'a fait pendant plus de 40 ans et je voulais quand même dire un petit mot là-dessus. Vous faites bien de le rappeler, nous le connaissons bien, nous l'avons souvent reçu ici et mis en évidence ces nombreux combats, évidemment, pour l'agriculture notamment. Une question plus générale sur ce que représente ce salon de l'agriculture. Je vous poserai également la question, Jérémy Du Cercle. Sacha Houlier, c'est une belle vitrine. On l'appelle d'ailleurs la plus grande ferme de France. Les candidats vont y défiler. Votre candidat également, Emmanuel Macron, va y défiler. Mais après, une fois que les lumières vont s'éteindre, une fois que les caméras ne sont plus là, qu'est-ce qu'il y a précisément dans le programme pour l'agriculture, pour les agriculteurs ? Alors d'abord, nous, on a déjà commencé à annoncer ces mesures. On continuera à les annoncer parce qu'on va
en Haute-Vienne ce week-end. Il y a d'abord, nous, le droit à l'erreur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... mais ça, c'est pour tous les Français, c'est-à-dire que dans beaucoup de cas, l'administration sanctionne et ne prévient pas, elle n'accompagne pas. Et quand on voit toutes les démarches auxquelles sont confrontés les agriculteurs, que ce soit pour les plans d'aide ou les plans de renouvellement des exploitations, on souhaite débloquer beaucoup d'argent pour la modernisation des exploitations, on souhaite aussi encourager les services environnementaux en rémunérant un travail, parce que c'est aussi ça important. On a entendu quelque chose chez les agriculteurs, dans la marche qu'on a faite quand on est allé rencontrer les gens. Les gens nous disaient, on veut être rémunéré pour le travail qu'on fait et pas recevoir des aides. Vous avez vraiment besoin de marcher et d'aller vers eux pour savoir ça. Non, mais c'est aussi bien d'interroger les gens et d'avoir les mots avec lesquels ils le disent. Pardon, mais tout le monde n'a pas une vice-présidente dans son parti qui est agricultrice, comme c'est notre cas, nous. Donc oui. Oui, mais du coup, nous, on a été rencontrer des agriculteurs. On a été rencontrer des agriculteurs dans notre. Jérémy de Serre est là. Il est attentif à ce que vous allez dire sur ce sujet et c'est lui qui va être ce soir, en tous les cas, l'arbitre. On assume d'être allé rencontrer les Français, effectivement. Et puis, il y a l'encouragement aussi pour les circuits courts, pour que la promotion, justement, encore, c'est de l'incitation pour qu'il y ait des développements de coopératives, le développement du bien-être animal. Et c'est à chaque fois de l'encouragement et de la rémunération des agriculteurs, parce que ça, c'est très important. Alexandre Loubet, à vous. Je crois qu'on est évidemment d'accord avec ce que vient de dire Sacha, mais au fond, ça ne traite pas le vrai problème, la vraie cause. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours sur les territoires français. Aujourd'hui, et encore, certains chiffres peuvent évoquer un agriculteur chaque jour. Donc il faut voir quand même la situation dramatique. Quand je parlais de dévastation, effectivement, c'est le cas. La situation dramatique dans laquelle vivent les agriculteurs, et Jérémy pourra sans doute mieux en parler que nous. Moi, je crois que le véritable problème, c'est tout simplement la démission de l'État. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, on se retrouve avec un État et une Europe qui ne défendent plus l'agriculture française. Et l'Europe ne la défend plus à cause de la soumission, de la démission de nos dirigeants. Je m'explique là-dessus. L'Europe, aujourd'hui, elle finance justement l'agriculture, donc il ne faut pas dire n'importe quoi. L'Europe finance l'agriculture à hauteur de 8 milliards à travers la PAC, sachant que chaque année, la France donne 21 milliards à l'Union européenne, donc c'est l'argent qui nous revient. Oui, parce qu'il n'y a qu'une politique européenne, il n'y a qu'une politique européenne qui est mise en œuvre. Non, mais alors voilà. Justement, parlons de la PAC. Magnifique. 1962, un magnifique concept, un beau projet européen qui, honnêtement, je crois, a porté ses fruits et qui, malheureusement, aujourd'hui, est complètement déconstruit. On le voit, ça a été notamment le cas en 2008, je crois, avec le gouvernement que dirigeait M. Fillon, que tu défends. La suppression, par exemple, des quotas de production que subissent aujourd'hui tous les éleveurs laitiers. Qui étaient demandés par la profession. Oui, et sans doute aussi beaucoup demandés par M. Macron, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, ça ouvre face à une concurrence déloyale, principalement venant de l'Allemagne et des Pays-Bas. Relisez votre Macron, parce qu'on prévoit aussi de rémunérer le travail et donc de rémunérer les prix. Sandrine, mais ce n'est pas pour le coup en dérégulant. Ce n'est pas en dérégulant les quotas. Attendez, Sandrine Bon n'a pas parlé sur son. S'il vous plaît, messieurs. Aujourd'hui, le prix d'une tonne de lait est vendu à 2 tiers. D'accord. Je pense qu'on est tous d'accord sur le constat. Le constat, on le fait tous. Aujourd'hui, quels sont des républicains? Ça fait quand même 5 ans qu'on n'est plus au pouvoir. Oui, mais c'était en 2008. D'ailleurs, ça a été rendu effectif. Mais vous la laissez parler. Je peux en placer une, merci. Donc aujourd'hui, le constat il est là, alors que nous vivons dans un pays où 70% du territoire est consacré aux activités agricoles. Donc on a un vrai souci. François Fillon, lui, il propose un programme et des propositions sur l'agriculture depuis un certain nombre d'années, et notamment sa proposition principale, c'est de remettre l'agriculture au cœur des priorités de la France et de l'Europe. Et tu parlais d'un certain nombre de propositions, mais je pense que vous passez à côté d'une chose primordiale, c'est qu'on a besoin aujourd'hui de redonner de la liberté aux agriculteurs, parce que les agriculteurs, ils sont complètement cassés sous les normes, toutes les restrictions qu'on leur... sur le droit à l'erreur, mais... Pardon, mais ces normes viennent principalement de l'Union européenne, je tiens à le signaler. Elles viennent de l'Union européenne, on est d'accord. Donc par la droite, et j'ajoute même... Cautionné par la droite, non, c'est cautionné par l'Union européenne. Vous avez quand même un double discours dans lequel vous nous dites, d'un côté, il y a des normes de l'Union européenne... Ça, tu dois connaître, le double discours. Alors vous, moi, j'en ai pas parlé, donc c'est pas la peine de mettre... Qui protègent, justement, sont trop encadrants pour nos agriculteurs, et puis par ailleurs, vous nous dites que dans les traités de libre-échange qui dérégulent tout, finalement, c'est très mauvais. Donc vous nous dites, il y a trop de normes de l'Europe, mais en même temps, il y a des traités de libre-échange qui dérégulent tout. Moi, j'ai pas dit ça. Il va falloir être cohérent à un moment donné. Nous, on est cohérents. Oui, mais moi, je suis cohérent, ça n'a aucun rapport. Quand je dénonce ces traités de libre-échange, je dénonce par exemple le CETA qui va importer près de 40 000 tonnes de viande bovine qui vont inonder. Donc vous faites la promotion de la protection européenne sur les aliments. On a compris vos deux visions. C'est déjà le cas dans la PAC. Jérémy de Serre. C'est déjà le cas dans la PAC. On avait une politique européenne qui défendait les agriculteurs. Qu'est-ce que vous pensez, Alexandre Loubet? Attendez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pensez de ces
ces bribes de mesures. Hein. On verra quand les programmes seront totalement vraiment sur la table et que ce sera projet contre projet. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a des réponses concrètes et une vision surtout à long terme? Il va y avoir besoin que, alors je ne vais pas faire le procès des collègues, en tout cas des gens qui sont autour de la table, tous ne peuvent pas et ne sont pas tous sensibles à Allez-y, leur candidat aspire à présider la France. Malgré tout, à un moment donné, qu'on parle un peu plus d'agriculture. Alors, chacun a fait ses visites d'agriculteurs et tout le monde va venir sur le salon de l'agriculture, c'est très bien, on les accueillera, on discutera avec eux, mais il va falloir, comme pour d'autres secteurs d'activité, qu'il y ait un réel projet pour l'agriculture et reconnaître la dimension économique de ce métier, la dimension sociale, la dimension environnementale, et ça a été dit par vous autres, voilà, il faut qu'on paye aussi tout ça. Donc effectivement que la PAC doit retrouver une stratégie. L'Europe ne défend pas son agriculture, certes elle met des moyens, l'Europe a besoin au travers de la politique agricole commune, de redonner une stratégie. Soit on croit encore justement à ce que peut apporter l'agriculture, ou soit on n'y croit plus et on continue de travailler comme on le fait aujourd'hui avec la politique agricole commune. Donc il nous faudra un président de la République qui soit en capacité d'aller aussi dire à l'Europe, voilà, il nous faut une stratégie pour l'agriculture. Les États-Unis en ont une, le Brésil en a une. Il y a 2 ministères de l'agriculture au Brésil. C'est des choses qu'il faut aussi rappeler. Enfin, les autres pays en développement et ceux qui sont déjà développés ont aussi une stratégie derrière tout ça. Donc nous, il faut en trouver une et il faut gérer ce sujet-là de manière la plus pragmatique possible. On a parlé, ça a été discuté des circuits courts, on peut parler du bio, il faut arrêter de systématiquement opposer les modèles d'agriculture. Il faut arrêter et il faut donner la chance justement à donner la chance à la coexistence aussi de tous ces modèles. Et je dis ça parce que, à force de taper sur l'agriculture française, française ou européenne, nos concitoyens seront rendus à manger des bœufs hormonés du Canada, du poulet javellisé des États-Unis et des végétaux génétiquement modifiés de je ne sais quel pays. Donc ça, il va falloir aussi que les Français le sachent en tapant sur l'agriculture à boulet rouge, comme on le fait bien assez souvent. On a ce risque-là aussi. On perd des paysans en pagaille dans ce pays. Il faut aujourd'hui que l'objectif qu'on demande aux candidats à la présidentielle, c'est de ne plus perdre de paysans. C'est ça, la richesse du métier. C'est important que nos jeunes amis ici qui représentent leurs candidats vous entendent, parce que c'est d'autant plus, vous portez d'autant plus vos convictions que vous avez repris, je crois, assez tôt, la gestion intégrale de la ferme, je crois, après, j'allais dire, un épisode familial, pour pas tout raconter, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre parcours ? Bon, voilà, j'ai repris l'exploitation de mon papa suite à son décès. Mais il y a l'engagement qui fait aussi qu'il faut arriver à tout faire, mais c'est difficile. Ce métier est difficile pour tout un tas. Vous y arrivez, vous élevez une 50aine de vaches. C'est ça, oui. Charolaises. Voilà, oui, on y arrive. Enfin, je n'arrive pas forcément plus que les collègues. Je suis là pour aussi ma responsabilité est là pour aussi les défendre et accompagner tout le monde. Mais voilà, il faut encore une fois qu'on arrive à maintenir cette richesse humaine. On a perdu plus de 20%, 30% des agriculteurs ces 10 dernières années. On ne peut plus rester dans cette démographie catastrophique et il faut qu'on fasse quelque chose en accompagnant aussi peut-être un peu mieux les jeunes qui s'installent, en leur donnant les moyens. Au-delà des moyens financiers, il y a des moyens aussi en termes d'accompagnement humain, de formation qu'il faut mettre en avant. Donc ça, on a besoin aussi que la puissance publique nous accompagne. On vous entend tous ici et vous aurez l'occasion, et on le verra au Salon de l'Agriculture, à travers vos candidats, de faire des propositions encore plus en adéquation avec le ressenti des jeunes agriculteurs et des agriculteurs de manière générale. Autre sujet pour conclure, c'est important, je voudrais qu'on en parle. J'ai vraiment envie, on a envie de savoir quelle est votre vision, vous, jeunes responsables politiques, sur ce sujet. On les appelle à tort les petits candidats, souvent dans l'ombre, en tous les cas parfois loin des caméras. Bien, ils se battent avec leurs moyens pour exister et surtout aussi pour récolter ces fameuses 500 signatures, synonymes d'une participation au scrutin présidentielle. Alors cette année, les règles, elles ont changé et elles font monter la grogne dans leur rang. On voit tout cela avec Cécile Sixou, vous nous en parlez juste après. Cependant,
Les nouvelles règles... Les petits candidats poussent un coup de gueule. Réunir 500 parrainages de 30 départements différents relève pour eux du parcours du combattant. Il faut sillonner la France, les territoires d'outre-mer pour obtenir ces parrainages. Depuis plusieurs mois, on est sur la route et avec bien sûr des comités locaux qui eux-mêmes se sont mobilisés pour obtenir ces différentes signatures. Christian Troadec a déjà obtenu 250 sésames. Pour aller les chercher sur le terrain, il a prévu de dépenser 40 000 €, moins que le parti de Philippe Poutou, le NPA, qui compte près de 400 sésames à son compteur. On a une centaine de milliers d'euros de dépenses pour l'instant, mais c'est pareil, c'est un investissement qui est très important, qui est totalement absurde et qui en plus pour nous, pour une organisation qui n'est pas 100% certaine d'avoir les parrainages, est un risque financier important, puisque vous savez que si on a les parrainages, on a une dotation de 800 000 €, mais par contre si on n'a pas cette dotation, ça veut dire que les 150 000 € sont de notre poche. Une campagne qui coûte cher et les petits candidats se retrouvent souvent face à des maires réticents, soit parce qu'ils subissent des pressions extérieures pour ne pas donner leur parrainage, ou simplement parce qu'ils s'autocensurent, car avec les nouvelles règles, le choix de parrainage est désormais rendu public par le Conseil constitutionnel. Voilà, et la question c'est quel est votre avis sur ce système de parrainage? Je rappelle également qu'il pourrait y avoir un débat important quand même, c'est assez inédit dans notre histoire politique, un débat avant le premier tour de la présidentielle qui réunirait, alors pour une seule chaîne en tous les cas, les candidats dits principaux, ceux qui dépassent, je crois, la barre des 10%. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous trouvez cela juste dans notre démocratie, Sacha Houlié? Qu'il y ait des conditions pour accéder à l'élection présidentielle, oui, ça me paraît une chose juste. Après, le système de publicité qu'on vient de voir, il expose évidemment les maires. C'est une difficulté, pas que pour tous les petits candidats, parce que pour les candidats qui sortent des partis politiques traditionnels et donc d'une structure politique traditionnelle, il faut les rassembler. Ça a été notre cas, et même si on va y parvenir, ça a été aussi un travail à faire, un travail coûteux en temps, en énergie. Et donc je ne suis pas sûr que ce système de toute publicité soit parfait. Après, ça oblige aussi les gens à s'engager derrière leurs candidats, et puis surtout, ça démontre aussi le rassemblement que ça peut organiser autour du candidat qui sera soutenu. J'imagine qu'Alexandre Loubet, vous, sur la deuxième partie de ma question, vous êtes vent debout. Exactement. Et c'est le cas de le dire, effectivement. On n'a pas été surpris, malheureusement, de cette fameuse complexification, je vais y arriver, de l'obtention des parrainages qui a été votée main dans la main par les deux principaux partis à l'époque, de droite comme de gauche. Ils essaient de se préserver comme ils le peuvent encore là où ils pourront rester. Moi, ce que je souhaite dénoncer, effectivement, le thème, c'est les débats font débat, effectivement, pour la simple et bonne raison, comme vous l'avez dit, que alors que France 2 va effectivement faire un débat avec l'ensemble des candidats à la présidentielle, ce qui me paraît bien naturel, TF1 a fait le choix de sélectionner arbitrairement 5 candidats pour un débat soi-disant présidentiel, alors qu'en réalité ce sera un débat avec toujours les mêmes qu'on verra, effectivement. Et moi, ce que je souhaite effectivement remarquer, c'est qu'on a eu droit pour chacune des deux primaires à près de 10 heures de débat avec 7 candidats, y compris des candidats qui étaient des candidats fantoches. Vont répondre vos camarades, faites une primaire. Mais enfin, chez vous, il y a Nicolas Dupont-Aignan, il n'est pas contesté, on est d'accord. Non, on n'a pas de primaire avec conservateurs. On n'a pas de problème avec... Oui, non, merci. Vous pourriez faire en tous les cas, vous trouvez évidemment que c'est une situation... Mais je souhaite le signaler. Le vrai problème qu'il y a, c'est que si on avait appliqué cette fameuse règle des 10% qui est donnée par TF1 aujourd'hui pour justifier le fait de n'inviter que 5 candidats, si on avait appliqué cette règle-là, eh bien, quelques semaines avant, je rappelle que M. Fillon était crédité de 8% dans les sondages. Il n'aurait pas participé au débat de la primaire des Républicains. Voilà. Que M. Hamon, avant l'été, était à 2%. Allez. Donc il n'aurait pas non plus participé. Je rappelle que les deux ont gagné leurs primaires respectives. Mais c'est exactement ce que j'allais dire sur les débats. Je comprends un peu pourquoi ce choix, parce que écouter des heures et des heures de débat avec 15 candidats qui auraient chacun autant de temps de parole pour un téléspectateur, ça peut être très long. Cependant, on l'a vu pendant la primaire de la droite, François Fillon, il était crédité d'un score très bas, il était loin d'être le favori, et il a très largement remporté les débats, et c'est ce qui lui a, en tout cas c'est ma conviction, c'est ce qui lui a fait remporter
remporter la primaire. Et en tous les cas, ici sur Public Sénat, on essaye évidemment de varier et d'avoir une pluralité des candidats et des différents domaines également. Donc on vous remercie tous ici pour ce débat, cette analyse. Merci encore et à très bientôt dans Parole de Jeunes. Vous êtes les bienvenus pour confronter vos idées et vos points de vue. La suite de votre émission est pendant ce temps. Pendant que nous débattons de tous ces sujets, eh bien Marine Le Pen est bien installée au second tour dans les sondages et l'une de ses propositions, la sortie de l'euro fait frémir les marchés, mais pas ses électeurs. Alors qu'en est-il? L'euro est-il en danger? Le match des idées opposera dans quelques instants notre chroniqueur Jean-Luc Gombaud à l'économiste Thomas Porcher. Restez avec nous, c'est tout de suite. L'info dans le rétro, c'est un regard sur l'actualité à travers l'histoire. Chaque semaine, l'historien Fabrice Dalméda décrypte et analyse des faits d'actualité avec des images d'archives de l'INA. L'info dans le rétro, c'est chaque semaine une autre façon de comprendre l'actualité. L'info dans le rétro, en partenariat avec le magazine L'Histoire, demain à 23h sur Public Sénat. Public Sénat vous donne rendez-vous au Salon international de l'agriculture pour une plongée quotidienne dans la plus grande ferme du monde. Des grands débats qui animent le monde agricole, aux visites des candidats à la présidentielle, vous serez aux premières loges de ce grand événement. Le Salon de l'agriculture, en partenariat avec Groupama, un événement à suivre du 25 février au 3 mars, en direct sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en direct, c'est votre émission On va plus loin avec cette question à présent autour du scénario de la sortie de l'euro. Alors il ne s'agit pas ce soir de débattre sur la question pour ou contre la sortie, mais plutôt de se demander si l'euro est en danger, s'il est urgent d'apporter des changements et si oui, lesquels. On va en parler avec nos invités ce soir. Thomas Porcher, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, membre des économistes atterrés, co-auteur du livre Invitation inquiète à la Macron-économie et notre chroniqueur économique nous accompagne, Jean-Louis Gombaud, bonsoir. Bonsoir Sonia. Alors, avant de démarrer ce match des idées, messieurs, je vous propose de revenir justement sur ce scénario, cette hypothèse de sortie de l'euro qui est analysée par de nombreux instituts en ce moment, des think tanks qui se penchent sur cette idée. On voit tout cela avec Julie Hulin. Ils ont fait le choix de l'indépendance. Au Royaume-Uni, une femme a accepté la charge de mener à bien le Brexit. Elle l'appelle le Frexit. Marine Le Pen a fait de la sortie de l'euro une de ses propositions phares. Une majorité des économistes assure pourtant que ce projet serait très coûteux, voire même désastreux. Une étude de l'Institut Montaigne parue ce matin estime que la sortie de l'euro coûterait à long terme 9 points de PIB et 500 000 emplois à l'économie française. Ce qui équivaudrait à une perte d'activité de 180 milliards d'euros. Fuite des capitaux, défiance des ménages et des entreprises vis-à-vis d'une monnaie en dépréciation, l'économie française serait propulsée vers l'inconnu. Marine Le Pen se défend. Quand la valeur d'une monnaie baisse, ce sont les exportations qui en profitent et l'emploi qui en découle. Selon elle, les difficultés ne seraient que transitoires. En cas de victoire à l'élection présidentielle de 2017, le Front National a déjà annoncé qu'il organiserait un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne. Et ce qui est d'ores et déjà frappant, Jean-Luc Gombaud, c'est que ce scénario est fait la une de plusieurs journaux. C'est que poser la question aujourd'hui, c'est plus du tout farfelu. Moi, je me le demande. Parce qu'en réalité, il y a quand même des démarches à suivre. On vient d'entendre Mme Le Pen dire je vais faire un référendum. Mais il aurait fallu dire avant que son idée, c'est qu'elle est élue présidente de la République et à partir de là, elle engage des négociations. Et si les négociations ne la satisfont pas, eh bien, elle passe par référendum. Le problème, c'est que ça ne se passera pas comme ça. Si jamais Mme Le Pen est élue, ou voire même M. Mélenchon, qui lui ne dit pas qu'il va sortir, mais il dit qu'il va négocier une place nouvelle pour la France à l'intérieur des traités. Or ça, c'est impossible. Même M. Hollande s'en est aperçu. On ne peut pas renégocier les traités. Regardez ce qui se passe pour le Brexit. Mme May a dit « je voudrais renégocier ». On dit non. Vous dites que vous voulez sortir et après on négocie. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de négocier d'entrée de jeu. On dit sa position de départ, c'est ça qui est inscrit dans les traités. Sinon, les autres vont dire non, faites ce que vous voulez, mais nous, on ne négocie pas. Donc, il faut que Mme Le Pen dise et M. Mélenchon disent je veux sortir. Et à partir de là,
je négocie, on négociera. Et alors, effectivement, là, mais on sort d'avance, il faut bien le comprendre. Alors, pourquoi un référendum? C'est évidemment là aussi une chose qu'on oublie souvent, c'est que l'euro est dans la Constitution française. On ne peut pas sortir de l'euro sans changer la Constitution française. Et on ne peut pas changer la Constitution française, on le fait de deux façons, soit avec l'accord du Parlement, je crois que c'est les 2/3 des parlementaires vont être d'accord, et ça, jamais les 2/3 des parlementaires ne seront d'accord, ou par référendum. Et je conclus en disant, il se trouve que si l'euro en France est passé de justesse, lorsqu'on a fait l'élection de Maastricht, un peu plus de 51, voire 52% des voix, aujourd'hui, les 2/3 des Français sont favorables au maintien dans l'euro. C'est-à-dire, contrairement à ce que l'on croit souvent, l'euro a gagné dans la population française et n'a pas reculé, contrairement à l'Italie. Mais chez qui, Jean-Luc Gombault? Parce qu'évidemment, quand on voit l'électorat frontiste, Thomas Porcher, et en particulier les jeunes, ils ne sont pas effrayés par ce scénario, contrairement d'ailleurs aux plus âgés, chez Marine Le Pen, qui sont vraiment réticents sur cette annonce. Comment vous l'expliquez? Oh, je sais pas, je pense que quand on est jeune, on est un peu plus téméraire. On ose plus les choses que quand on est vieux, on est un peu plus conservateur. Mais je pense que naturellement, ce qui est assez marrant, c'est quand on voit l'étude de l'Institut Montaigne, ils nous promettent, je crois, c'est 500 000 emplois de perte, c'est ça. Mais il faut comparer aux emplois qui ont été perdus dus au maintien de la zone euro. Comme elle fonctionne actuellement. Vous avez eu 1,5 million d'emplois de perdus en France depuis 2008. En Espagne, depuis 2008, vous avez pratiquement 3 millions d'emplois qui ont été perdus. Aujourd'hui, les succès que l'on met en avant dans la zone euro, c'est le taux de chômage espagnol qui serait passé de 26% en 2013 à 20% en 2016. Et on dit que ça, c'est un succès, 20% de taux de chômage. Donc la zone euro, elle ne fonctionne pas bien. Et la zone euro, elle n'a pas tenu ses promesses. Les promesses de la zone euro, c'était unir les peuples européens. Alors là, quand on voit la Grèce, je ne suis pas sûr que la Grèce et l'Allemagne soient très unies et que même la Grèce soit unie au reste de l'Europe. Enfin, l'Europe du Sud va très mal. Et il y a la montée des populistes dans tous les pays européens, y compris la France, qui ne va pas si mal par rapport à d'autres pays. Donc l'Europe, les peuples unis et la paix, oui, il n'y a pas eu la guerre, mais ce n'est pas la paix non plus. Et puis l'euro devait aussi produire de la croissance et des emplois. Or, on a 0% de croissance et on a moins d'emplois qu'avant 2007. Donc la zone euro n'a pas tenu ses promesses. Donc il faut clairement la réformer. Il ne faut pas seulement montrer un petit peu la peur, agiter les peurs en disant oui, si on sort, voilà ce qui va se passer. Mais si on reste, qu'est-ce qui se passe? Il se passe la même chose que depuis 7 ans. Il se passe des choses qui vont très mal, un niveau d'activité qui n'a pas regagné 2007. Donc il faut absolument la réformer de l'intérieur. Jean-Luc Gombault? Alors, évidemment, d'abord, c'est très compliqué en économie de savoir quelle est la responsabilité de tel ou tel fait par rapport à tel ou tel autre. Par exemple, vous ne pouvez pas démontrer que s'il n'y avait pas eu l'euro, les chiffres que vous donnez, par exemple la situation espagnole ou la situation grecque, eût été meilleure. Ce n'est pas démontré. Donc ça, c'est un premier point à dire. Deuxièmement, vous dites qu'il faut réformer. Bien entendu. Et c'est là où les choses se compliquent. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas seuls. C'est une banalité que de le dire, puisque l'euro est un ensemble, n'est-ce pas? Et donc, il faut réformer, mais il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut l'unanimité. Autant dire jamais, Pardon? Jean-Luc Gombault. Autant dire Alors, jamais. c'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Et évidemment, on peut toujours réformer, on peut toujours trouver qu'il y a trop d'austérité, ce qui est l'avis de la plupart des économistes aujourd'hui, ce qui n'a pas toujours été le cas, etc. Effectivement. Mais il est clair que le pays qui signe les chèques, c'est l'Allemagne. Donc, en fait, vous ne ferez rien sans la participation de l'Allemagne. Ce n'est pas possible. Et déjà, en Allemagne, il y a l'idée suivante, et même les Français sont en train de s'accrocher au train, visiblement, de faire une zone euro à 2 vitesses. C'est-à-dire de larguer, en fin de compte, et même le ministre des Finances l'a évoqué encore il y a 48 heures, si la Grèce s'en allait, ça serait pas une mauvaise chose. Et parfois l'Espagne et l'Italie, ça serait pas une mauvaise chose. On reconstruirait quelque chose entre gens sérieux. Et les Français ne seraient pas en défaveur de cette solution-là, bien qu'eux-mêmes critiquent la forme actuelle de la zone euro. Pardonnez-moi, après avoir... Non, mais je termine ma phrase. Après avoir quand même imposer, j'allais dire, tout cela à la Grèce, leur dire aujourd'hui, finalement, non, vous ne faites pas partie du peloton qui se maintient. Merci, messieurs les Grecs, et au revoir. Alors, exactement. Alors, c'est évident. Non. Alors là, il y a un problème, je dirais, de sympathie ou d'antipathie, ou je veux dire par là qu'on se dit, c'est pas normal, c'est pas logique. Le problème, c'est que l'euro est une construction juridique. C'est une construction économique et juridique.
Et les Allemands tiennent beaucoup à cette construction juridique. Ça fait partie de leur culture. Il y a une idée européenne quand même. Pardonnez-moi d'être un peu... parler du rêve européen, mais il existe ou c'est totalement balayé ? Oui, je vais répondre à votre question, mais je voulais revenir sur 2-3 choses. Bon, il y a tout un tas de plans européens qui ont été mis en place par la Grèce et que la Grèce qui ont été imposés à la Grèce, parce que la Grèce avait voté même non, qui ont été imposés par la force, avec encore une fois cette peur au bout que si elle sortait, ça allait être pire. Peut-être que ça aurait été pire, mais on ne sait pas. Voilà. Et ces plans avaient normalement des résultats potentiels, et ça a été encore pire. Donc finalement, on est sûr que, en tous les cas, les plans imposés par la Commission européenne ces 3-4 dernières années à la Grèce n'ont fait qu'empirer la situation de la Grèce. Ça, on en est sûr, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que quand on voit l'évolution de la croissance de l'ensemble de l'Europe, avant la zone euro, vous aviez une trajectoire qui était quand même beaucoup plus orientée à la hausse, et dès qu'on est rentré dans la zone euro, cette trajectoire a commencé à s'affaiblir. Et vous regardez aujourd'hui l'Allemagne, qui est soi-disant le moteur de la zone euro, entre 2007 et aujourd'hui... Soi-disant... c'est le moteur, voilà, mais voilà, oui, tout est relatif, c'est un moteur assez fragile, parce que la croissance entre 2007 et 2017, c'est 0,8% par an. Donc si c'est ça un moteur, donc il y a bien quand même un problème de fonctionnement là. Enfin, je veux dire, pour qu'aujourd'hui il y ait des gens comme Stiglitz, prix Nobel, qui vous fassent un livre où ils dégomment l'euro dans tous les sens, c'est qu'il y a un vrai problème. Comme tous les Américains. Oui, mais bon, quand même là, enfin, ça va. Il y a de plus en plus d'économistes. Moi, je vois, c'est ça qui m'étonne. Au début, il y a des gens qui étaient contre l'euro pour des raisons nationalistes, en disant voilà, on veut pas une monnaie, on veut pas partager une monnaie avec d'autres pays. Et aujourd'hui, il y a des économistes de plus en plus qui sont très critiques de l'euro. Ça, je crois que c'est l'ensemble des économistes aujourd'hui, hein, à part quelques-uns qui sont mais l'ensemble, il y a quand même, allez, on va dire qu'il y a une grosse partie de la communauté scientifique qui sont très critiques, et vous avez beaucoup même qui vont jusqu'à vouloir sortir de l'euro et qui sont des économistes plutôt de gauche, etc. C'est pas mon cas. Mais donc, il y a un vrai problème là-dessus. Oui, mais c'est pas mon cas de vouloir sortir de l'euro. Moi, je pense qu'il y a un plan, on peut rediscuter sur la zone euro et on peut faire d'autres choses. Mais une union monétaire fonctionne bien à partir d'une seule condition, s'il y a une convergence des pays. Il y a quelque chose qui me frappe quand même dans votre argumentaire, c'est vraiment le cas. Avant, la zone euro, c'était vraiment cette courbe ascendante que vous décrivez. Oui, quand on regarde les courbes, tous les problèmes sont arrivés au moment de... Alors, il y a deux problèmes. Il y a le problème, c'est est-ce qu'on a eu raison de faire la zone euro ? Premier problème, et dans les conditions qu'elle n'aurait pas pu être faite dans d'autres conditions, vous êtes bien d'accord ? Et est-ce qu'on aurait raison d'en sortir ? C'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, on a eu tort de faire ce truc-là, mais aujourd'hui que ça existe, en sortir serait pire que ce qui se passe aujourd'hui. Et ça aussi, c'est l'avis de beaucoup de gens. J'en avais discuté avec Joschka Fischer, qui m'avait dit exactement la même chose. Bon, donc ça, c'est deux sujets différents. Le problème, c'est que tout ça a été fondé sur un quiproquo. C'est-à-dire que pour faire passer la zone euro, on a fait miroiter aux gens que ça serait le paradis. C'est ça qu'on leur a dit. Et c'est pour ça qu'ils ont voté oui à Maastricht. On l'a enjolivé l'affaire, exactement. Et c'est vrai, qu'est-ce qu'on a dit aux gens ? Avec la zone euro, vous aurez la paix en Europe, et avec la zone euro, vous ferez plus facilement du tourisme. Donc en fait, c'est un peu ça qui a été raconté aux gens. Or, c'était beaucoup plus compliqué que ça. En fait, on a fait la zone euro. Pourquoi ? On a fait la zone euro pour préserver le marché unique. Premièrement. C'est-à-dire que sans zone euro, il n'y a pas de marché unique. On était soumis aux dévaluations de la lire italienne, aux dévaluations de la pesette espagnole. Et on dit, il faut arrêter tout ça, il faut figer les taux de change. Et ce qu'on a fait en 1999, et on s'est lancé dans l'euro. Deuxièmement, un pays comme la France, qui était déjà endetté à 56-60% de son PIB, avait un gros problème pour refinancer sa dette, c'était qu'il n'y avait pas un marché du franc suffisant pour pouvoir refinancer en permanence la dette. Elle avait besoin d'un marché beaucoup plus liquide, une masse de monnaie beaucoup plus importante pour pouvoir refinancer sa dette. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est là où a été le piège. Où est-ce qui s'est passé ? Les Allemands, quand ils ont fait la zone euro, ils ont dit, voilà, ça c'est un très bon truc pour développer nos activités d'exportation à l'intérieur de la zone euro. Et c'est excellent parce qu'on va pas, si on exporte trop en étant du Deutsche Mark, le Deutsche Mark va monter et ça va être trop difficile pour nous après d'exporter. Prenons la zone euro. Et qu'est-ce qu'ont fait les Français ? C'est très important de se remémorer tout ça. À l'époque, c'est Jospin qui est là. Qu'est-ce qu'ont fait les Français ? On s'est dit, c'est très bien, on a l'euro. On peut s'endetter plus facilement qu'on ne le faisait jusqu'à présent. Et c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que pendant que les Allemands se servaient de l'euro pour développer leur production, développer leurs exportations, nous, on a trouvé une facilité pour s'endetter
un peu plus grâce au bain d'épargne que nous offrait la zone euro. C'est-à-dire qu'on s'est engagé dans cette histoire d'une manière biaisée, d'une manière fausse. Déjà, dès le départ. Et ainsi, on en est là aujourd'hui. Thomas Porcher, je vais vous laisser réagir, puis oui, on reviendra à l'actualité. Avec certaines choses, pas d'accord avec tout. Mais là, on voit très bien, en tous les cas, dans ce que vous dites, c'est que la zone euro, qui doit normalement unir les pays européens, en fait, c'est une zone euro où on se rend compte qu'on n'est pas vraiment des partenaires, mais plutôt des concurrents. Entendu. Et donc ça, c'est important. C'est ça. Parce que si on n'a plus des effets de taux de change, comme vous l'avez dit, entre monnaies, comment on se fait de la concurrence si on n'est pas des partenaires? Évasion fiscale. Alors on baisse la fiscalité pour permettre que les grandes fiscalités viennent chez nous, ce qu'a fait le Luxembourg, l'Irlande. On dévalue le coût du travail pour prendre des parts de marché à son petit voisin. Donc d'un côté, il y avait un discours qui disait oui, l'euro c'est super, vive l'Europe, nous sommes tous amis. Et de l'autre côté, il y avait des politiques qui étaient faites pour, grosso modo, siphonner les gains économiques et les gains de productivité de notre voisin. Donc voilà l'état d'esprit finalement de la zone euro. Et aujourd'hui, ça continue. Alors vous voyez, si on fait une zone entre plusieurs pays qui ont des démographies différentes, qui ont des économies différentes, et qu'on leur impose les mêmes critères, les critères de Maastricht qui sont identiques pour chaque pays. Il faut absolument qu'il y ait des transferts très forts de fonds, d'épargne. Mais qui va payer ? Et voilà, et justement, mais personne ne veut payer. Donc, qu'est-ce que l'on fait ? Donc, est-ce qu'on continue comme ça, en maltraitant une grosse part ? Parce que finalement, là, il y a toute une génération, et moi je pense aux jeunes, plus de 50% de chômage des jeunes en Grèce, mais même en Italie, en Espagne, c'est dramatique. Et en France, vous regardez le chômage des jeunes, vous regardez même le bilan du quinquennat est très mauvais. Donc est-ce qu'on continue comme ça et donc on sacrifie une génération entière ou est-ce que l'on dit on réforme, donc on annule les dettes, on fait une harmonisation des fiscalités, on fait un plan de relance sur l'investissement dans les secteurs d'avenir. Qui le propose aujourd'hui ? Parce que pour pouvoir mener ça, il faut avoir une sacrée poigne et un sacré poids en Europe. Il faut s'opposer à l'Allemagne. C'est l'idée de Mélenchon. Non. Dire que j'ai la poigne et j'imposerai mon affaire. Benoît Hamon, Mélenchon et Yannick Jadot proposaient ça, mais il faut aller à un moment discuter avec l'Allemagne. Le problème de François Hollande, c'est qu'il n'a pas voulu discuter, mais c'est ça le but d'un président, c'est d'aller discuter. Non, mais il n'a pas voulu, il n'a pas pu. Il a quand même essayé. Oui, mais alors, si la France, justement, c'est ça l'idée du plan B, je pense, de Jean-Luc Mélenchon, c'est que si la France claque la porte, il n'y a plus de zone euro, parce qu'on est 20% de la zone euro. Donc on a une capacité à négocier. On a d'autant plus une capacité à négocier si d'autres pays nous suivent, notamment les pays du Sud. Mais qui va croire à notre menace de claquer la porte de la zone euro ? Qui ? Si vous êtes ferme, on y croit. Et si l'Allemagne n'a pas intérêt à ce que on arrive aux 350 milliards. Est-ce que vous êtes d'accord ? Parce que c'est ça le problème. On claque la porte, il n'y a plus de zone euro. Oui, mais il n'y a plus de zone euro. Est-ce qu'il y a Je pense que les chiffres de l'Institut Montaigne sont un peu farfelus parce que personne ne peut évaluer exactement les conséquences. Mais quand même, on sait qu'il y aura une baisse du franc, on le sait ça, de leurs 25 ans. On sait qu'il y aura une hausse des taux d'intérêt, on le sait ça quand même. C'est un véritable. On sait qu'il y aura. Ça moins, mais bon, oui. Oui, même. Non, regardez le Brexit, tout. Mais il n'est pas dans la zone euro. Oui, mais et il y a un marché du sterling qui est beaucoup plus important. Les marchés financiers, on dit toujours que ça va être la catastrophe sur les marchés financiers. J'ai jamais dit ça, personne. Et voilà. Oui, mais alors, non, mais ça c'était intéressant. Je voulais vous faire réagir parce que est-ce que c'est pas un argument justement pour Marine Le Pen ? Parce qu'ici même, je me souviens que certains de nos invités nous décrivaient un scénario catastrophe. On ne sait pas. La réalité, on ne sait pas, mais il n'y a pas eu le cataclysme annoncé pour le moment. Non, sur le Brexit, non, mais il n'était pas dans la zone euro et c'est clair que c'était beaucoup plus simple. Parce que finalement, c'était renégocier le marché commun, mais il n'y avait pas de désintégration monétaire. Donc là, il y aurait une désintégration monétaire. La seule désintégration qu'on a connue finalement aussi forte, c'est la désintégration de l'URSS. L'URSS, ils sont désintégrés en plein de pays. Ça, c'est pas de la propagande pour sortir de la zone euro. Et ça a été très difficile pour les pays, c'est vrai. Il y a eu la thérapie de choc, ça a été très difficile, très douloureux pour les populations. C'est sûr. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que c'est pas plus douloureux à un moment de rester ? C'est aussi ça la vraie question. Et aujourd'hui, le problème de l'Institut Montaigne, etc., de cela, c'est qu'il part du principe qu'aujourd'hui, la vie est belle et que Marine Le Pen veut juste sortir pour des questions... C'est important ce que vous dites. C'est-à-dire que vous dites que ces think tanks là, libéraux, etc., et puis les autres candidats qui attaquent Marine Le Pen en disant « mais non, ça sera pire si on sort », ils n'ont pas le bon argument parce que ça va déjà pas bien en restant. Mais oui, ça va pas bien. C'est ce que vous dites, mais Jean-Luc Rambaud, c'est important quand même. C'est-à-dire que l'attaque qu'il y a par rapport à ce scénario n'est pas la bonne. Mais le problème, c'est encore une fois, on a fait rêver les gens et en réalité, ce n'est pas vrai qu'une monnaie, même que ce soit un franc ou de l'euro, c'est un moyen magique d'arriver au paradis. Or, le problème de l'euro, c'est que ce n'est pas le paradis, mais ce n'est pas non plus l'enfer.
Ça dépend pour qui. Le problème, oui, bien sûr, mais avant, il y avait, écoutez, il y avait aussi des gens qui vivaient dans l'enfer. Et si les Grecs ont voulu adhérer, et si les Espagnols ont voulu adhérer, c'est qu'ils avaient quand même énormément de problèmes. Aujourd'hui, encore une fois, 68% des Français se disent satisfaits de l'euro. Faut pas non plus. Je suis d'accord. Tout ce que vous avez dit sur la croissance, tout ça, je suis parfaitement d'accord. Le problème, c'est que c'est ni l'enfer ni le paradis. C'est en fin de compte, ça devait être un purgatoire, si vous voulez. Et les gens ont compris que ce purgatoire, n'en ont pas voulu, parce qu'ils se sont dit que ce purgatoire, c'était en fait une purgatoire. Et c'est ça qu'ils ont repoussé. Et ces réformes-là, c'est ce qu'ont fait les Allemands avec Schröder en 2002. Dès l'apparition de l'euro, Schröder engage ces réformes. Parce qu'il voit ce qui va se passer. Et nous ne le voyons pas. C'est ça le problème. Il le voit, il engage en 2002-2003 ces grandes réformes, juste au moment où l'euro arrive. Il voit que c'est une opportunité pour son pays, pour l'industrie de son pays, et nous ne le faisons pas. Ce que nous faisons, nous continuons sur la spirale de l'endettement, et ce qui aurait de toute façon poser un gros problème un jour ou l'autre, de toute façon. Il y a, je dis quand même une chose, c'est qu'aujourd'hui, malgré tout, il y a un euro français, un euro grec, puisque les taux d'intérêt sont complètement différents. Il y a un taux d'intérêt pour chaque pays de la zone euro. Donc, ce que nous avait promis la zone euro de nous protéger avec l'endettement, etc., c'est plus le cas aujourd'hui. Notre dette, elle est notée comme si on était quasiment avec un euro franc. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est si nous n'avions pas eu cette politique budgétaire un petit peu forte, de dépenses, etc., comme vous le dites, je pense qu'on serait dans une situation beaucoup plus difficile pour les Français aujourd'hui. Et je pense qu'il n'y aurait pas 68% justement de Français qui seraient pour rester dans l'euro. Parce qu'aujourd'hui, on a une dette qui est au-delà de la moyenne de la zone euro, on a un déficit qui est au-delà de la moyenne de la zone euro, mais c'est ça qui a permis justement de maintenir une vie à peu près convenable à l'ensemble des Français. Parce que le fait de ne plus avoir de politique monétaire, on l'a remplacé par une politique budgétaire. Ce qui n'a pas été le cas des pays du Sud, qui eux ont des résultats très, très négatifs. Mais comment vous expliquez, excusez-moi, c'est important quand même, parce qu'il y va de notre avenir, et puis de l'avenir, nous sommes européens. Pourquoi ce sujet, il n'est évoqué que justement par ce scénario catastrophe dans cette campagne présidentielle, et les candidats ne s'en saisissent pas comme vous le faites ici ce soir? De la sortie de la zone euro ou de la zone euro dans son fonctionnement? Non, de la zone euro elle-même. Voilà pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi il faut malgré tout rester, mais la réformer. Pourquoi on n'a pas ce genre de proposition sur la table? Certains candidats l'ont, c'est le cas encore une fois. Vous les entendez souvent, je sais que vous soutenez Benoît Hamon. Oui. Ah bon, vous n'êtes pas sûr? Non, mais je soutenais... Oui, je soutiens Benoît Hamon, oui, bien sûr. Oui. Vous trouvez que sur ce sujet-là, il est clair, il est direct, il aura les moyens, si c'est lui de mener cette réforme? Il a la proposition la plus sage. Parce qu'effectivement, il fait le constat que la zone euro ne fonctionne pas bien, et ça, je pense que n'importe qui doit faire ce constat-là, aujourd'hui, et il propose de réformer la zone euro, c'est-à-dire de ne pas casser entièrement le projet européen. Or, sortir de l'euro, c'est un échec. Enfin, rendez-vous compte, c'est quand même un échec pour le projet européen. Donc lui, il propose de le réformer. Voilà, il propose un plan de relance, il propose de réformer. Hollande. Oui, mais je pense que Hollande, il aurait pu le faire. C'est ça, c'est le renoncement. Mais non, il ne pouvait pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Mais pourquoi on ne peut pas le faire alors? Dites-moi. Parce que je vous ai expliqué. On ne peut pas réformer un traité. On peut demander la négociation d'un autre traité. Mais on ne peut pas négocier. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'en avais discuté avec Laurent Fabius pendant la campagne électorale de Hollande, avant qu'il ne soit élu. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de renégociation? Et il m'a dit, mais non, on ne renégocie pas un traité. Donc lui-même le savait. Peut-être l'avait-il dit à Hollande, il va finir après être ministre des Affaires étrangères. Ce que je veux dire, vous ne pouvez pas renégocier un traité. Ce n'est pas possible. Si. Vous pouvez demander la négociation d'un autre traité. Mais à ce moment, d'un autre traité, si vous voulez renégocier un traité, vous dites je sors de ce traité et j'en négocie. C'est pas. Donc vous ne pouvez pas. Vous pouvez négocier un autre traité. Le problème, c'est qu'il faut que tout le monde soit d'accord pour négocier un autre traité. C'est ça le problème. Il vous faut l'unanimité. Ou bien vous faites ce que proposent de plus en plus les Allemands. Vous faites une zone euro entre certains, plus limitée, en 3-4 pays, pas plus. Mais en tous les cas, attention aux fausses promesses de réformer, parce que chat échaudé, là, craint vraiment l'eau froide. Si quelqu'un va nous dire qu'on va renégocier, qu'on n'y arrive pas... Mais vous savez, il y a les textes, il y a les textes comme ils sont inscrits, et vous avez après les vrais rapports de force à l'intérieur de l'Union européenne. Enfin, je rappelle quand même une fois, c'est qu'il y avait... En termes de rapports de force, on n'est pas super outillés. On est les deuxièmes, si c'est pas nous le deuxième. Il y a le premier. On est 20%. Oui, mais on est quand même les deuxièmes. Et s'il y a d'autres pays qui nous suivent, on est après les premiers. On est 50%, on peut être avec l'Italie, les pays du Sud, on peut être plus de 50%, même en termes de population de la zone euro. Et puis, il y a quand même des traités qui ont été mis en place par l'Allemagne, qui étaient très sévères, qui n'ont pas été respectés par l'Allemagne elle-même. Des conditions qui sont sorties des... Bon, alors voyez, qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Ils ont rajouté des clauses au traité en disant oui. Donc,
tout est possiblement négociable. Moi, je ne crois pas qu'on est enfermé comme ça. Après, c'est le rapport de force. Est-ce qu'on accepte finalement de se dire, eh ben, écoutez, c'est l'Allemagne qui est le plus fort, donc on doit suivre ce que fait l'Allemagne, et l'Allemagne est devenue une espèce de maison de redressement de la zone euro, ou est-ce que l'on débat, on affronte, on challenge, et on essaie de trouver doubler notre d'une voie. maison de retraite? Doubler, oui. En tous les cas, la question est sur la table. Vous croyez, j'allais dire, à la force du politique, à cette force de négociation, de renégociation. Et Jean-Luc Gombault vous oppose quand même un cadre juridique qui est ce qu'il est. Nous verrons. En tous les cas, c'est une question qui est posée pour cette campagne présidentielle. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour ce débat et ce match des idées. Dans quelques instants, la suite de votre émission, le grand entretien. Restez avec nous parce qu'on vous propose une plongée dans un monde sulfureux et secret, celui des renseignements généraux, les RG, avec quelqu'un qui y a été pendant plus de 30 ans. On en parlera avec elle. À suivre également la revue de presse. Mais d'abord, c'est le tour d'horizon de l'actualité du jour. Dernière journée ce jeudi de la 14e législature de la 5e République. Les sénateurs se sont retrouvés cet après-midi pour l'ultime séance de questions au gouvernement qui clôt la session parlementaire ordinaire du quinquennat de François Hollande. Nous sommes au Sénat. Moi, je crois beaucoup au bicamérisme, à l'importance du Sénat. Toutes les grandes démocraties, la plupart des grandes démocraties, ont deux chambres. Une chambre basse, l'Assemblée nationale, une chambre haute, le Sénat. C'est très important. Ça permet d'améliorer les textes. Il y a un dialogue constructif qui s'établit entre les deux chambres. Et vous savez que lors de cette législature, pendant les 5 ans qui viennent de s'écouler, les 2/3 des textes ont été adoptés après un accord entre les deux chambres. Après que les textes aient été travaillés par les deux chambres avec des amendements sénatoriaux de l'Assemblée nationale, il y a un accord sur 2/3 des textes. C'est dire l'importance du bicamérisme, très utile à la démocratie. Les travaux en séance plénière sont suspendus jusqu'à la fin du mois de juin. Durant cette période, le Sénat va poursuivre ses travaux de commission d'enquête et de mission d'information. Europe Écologie Les Verts. Après de longues semaines de négociations, le candidat Europe Écologie Les Verts a finalement décidé de s'allier avec le candidat de la gauche Benoît Hamon. Pour la première fois depuis 1974, l'écologie politique ne sera pas représentée au premier tour d'une élection présidentielle. Notre pays est au bord de la rupture, il peut basculer vers le nauséabond, le racisme, Marine Le Pen, il peut basculer vers l'espérance. Et ma responsabilité, celle que j'ai prise, c'est, comme ça a été dit dans le reportage, de dépasser les égos, de déporter les appareils politiques et de construire la grande aventure de cette élection présidentielle. Alors oui, ce soir, je retire ma candidature. C'est ce sur quoi voteront tous ceux qui ont participé à la primaire écologiste. Manifestation. 16 lycées bloqués et une douzaine perturbés. Suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux, des dizaines de lycéens ont bloqué ce matin leurs établissements pour soutenir Théo et clamer leur colère face aux violences policières. En fin de matinée, 1 millier de manifestants se sont rassemblés place de la Nation. Une manifestation qui a très vite tourné à l'affrontement. 11 personnes ont été interpellées pour vol en réunion et dégradation. Bruno Leroux et Najat Vallaud-Belkacem ont tous deux lancé un appel au calme. Je voudrais dire qu'il y a une émotion bien compréhensible dans la jeunesse à l'égard de l'affaire Théo. Mais qu'il faut laisser la justice travailler. Évidemment, c'est un appel au calme que je lance parce que les débordements, les violences, les blocages ne sont pas acceptables et que l'État fera preuve de la plus grande fermeté par rapport à tout cela. Déclaration. Les Français ont besoin de constater que des hommes politiques sont capables de faire passer l'intérêt général au-dessus de leurs ambitions personnelles. Et François Bayrou, hier, a fait un acte fort de choisir de tendre la main à Emmanuel Macron pour travailler ensemble dans un moment extrêmement difficile pour la France. François Bayrou avait voté pour François Hollande et donc on peut trouver normal qu'il soutienne le candidat qui se présente comme le successeur de François Hollande pour faire la même politique. Mais j'ai trouvé aussi assez incohérent que François Bayrou, qui n'avait pas de mots assez durs pour pourfendre Emmanuel Macron comme étant le candidat des forces de l'argent, et bien qu'aujourd'hui François Bayrou se retrouve rallié derrière Emmanuel Macron, ça m'a surpris. Au Sénat. Depuis l'affaire Pénélope Fillon, leur métier est sous le feu des projecteurs. Gérard Larcher a reçu ce matin les syndicats des collaborateurs parlementaires. Ils réclament un véritable statut pour leurs fonctions et une remise à plat des conditions de licenciement.
Nous considérons, et nous pensons l'avoir démontré aujourd'hui, que c'est le licenciement pour motif économique qui doit être conseillé aujourd'hui et qui doit même, pas simplement être conseillé, qui doit être considéré comme la procédure adaptée au licenciement de fin de mandat. Avec la fin de législature, près de 300 assistants parlementaires pourraient se retrouver sans emploi d'ici la fin du mois de septembre. Et c'est l'heure à présent de la revue de vos hebdos pour le jeudi soir. Et d'abord, l'Obs qui met à sa une le cerveau du nouveau pour guérir tout un dossier sur l'insomnie, les addictions, l'anorexie, Parkinson ou encore la dépression dans l'hebdomadaire. Le Point, pas très éloigné, ce sont les découvertes de la chronobiologie, santé, sommeil, concentration, énergie, ce que les scientifiques nous apprennent. Tout autre chose, à la une de Valeurs Actuelles, Macron, la grande illusion, enquête, dit l'hebdomadaire, sur l'arnaque de 2017. Enfin, Le 1, grand dossier sur les banlieues et retour sur un apartheid pour l'hebdomadaire Le 1. Voilà pour cette revue des hebdos. Tout de suite, c'est l'heure de l'entretien pour aller plus loin ce soir. Mon invitée ce soir est ancienne commissaire divisionnaire de la police nationale. Elle a travaillé près de 30 ans aux renseignements généraux et elle revient sur certaines affaires marquantes dans son livre, le voici, Histoire secrète des RG chez Flammarion. Elle a aussi d'ailleurs dirigé une antenne des RG. Brigitte Henry, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Alors on va vraiment plonger dans votre livre. Mais d'abord on va préciser pour les téléspectateurs, ceux qui ne le savent pas peut-être, mais que les RG, ces initiales très célèbres, ce service a disparu en 2008 au profit de la DCRI, qui a intégré probablement une partie des anciens RG. Presque 10 ans après cette fusion, quel est votre regard? Est-ce qu'il fallait justement passer à autre chose? Qu'est-ce que vous... Non. Non. Enfin, pour moi, j'ai un regard négatif sur la création de la DCRI, puisque j'estime que c'est une profonde erreur d'avoir supprimé les renseignements généraux, d'avoir fusionné les RG avec la DST, qui confrontait en fait deux cultures qui sont très différentes. La DST, donc la Direction de la Surveillance du Territoire, s'occupait de contre-ingérence, d'espionnage sur notre territoire, tandis que les renseignements généraux, eux, s'occupaient de tout ce qui était social, économique, financier, mais également de tout ce qui était lutte contre le terrorisme intérieur et extérieur. D'ailleurs en liaison avec la DST. Donc la fusion qui s'est produite effectivement en 2008 a fragilisé tout un pan du renseignement. Enfin, c'est du moins mon avis. Ça c'est important, puis on rentrera dans le détail pour la définition de tout cela. Alors plus personnellement, Brigitte Henry, petite fille, j'ai vu que vous rêviez d'entrer d'abord dans la police dès l'âge de 13 ans. Mais à l'époque, on va préciser, rappeler que les concours, ils n'étaient pas ouverts aux femmes. Non, effectivement. Comment avez-vous fait alors? Et ils ont été ouverts en 75 pour le concours de commissaires. Donc moi j'étais jeune, à 13 ans, effectivement, je souhaitais entrer dans la police, être commissaire de police. Et donc j'ai attendu patiemment, j'ai passé, bien sûr, des diplômes, et j'ai attendu que ce concours soit ouvert aux femmes. Et j'ai passé ce concours en 79. Comment expliquer cet attrait? Est-ce que dans votre famille, il y avait des policiers? Non, pas du tout. Pas du tout. Mes parents étaient fonctionnaires et sans doute m'ont-ils inculqué un amour de la fonction publique et de la défense des intérêts de l'État. Quand vous leur avez dit à vos parents ce que vous vouliez faire, comment ils ont réagi? Très positivement, ils étaient très contents. On va encore parler évidemment et rentrer dans l'histoire secrète des RG. Une question sur l'actualité aujourd'hui, quand vous voyez cette méfiance et plus largement, Brigitte Henry, cette défiance entre les policiers et une partie de la jeunesse. On a encore vu ce qui s'est passé aujourd'hui lors d'un rassemblement pour Théo. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous qui, petite, rêviez justement ce sont des événements dramatiques, puisque cette défiance a lieu de part et d'autre. Elle est chez les jeunes qui effectivement ne comprennent pas ce qui s'est passé, mais aussi chez les policiers qui sont en butte aussi à une hostilité permanente et qui parfois en ont assez et qui le manifestent heureusement pas de cette façon, mais c'est un malaise général et dû aux circonstances de l'époque qui font qu'il y a des dérives parfois
Ce sont des hommes, les policiers, ce ne sont pas des robots. Condamner, qu'il faut évidemment... Bien sûr, il faut les condamner. Justement pour montrer que les policiers, ils aiment ce qu'ils font un métier très dur, et c'est pour ça qu'il faut, s'il y a erreur, évidemment, la dénoncer, tout à fait. Tout à fait, oui. Alors, il y a la police, et Brigitte Henry, il y a le renseignement. Vous aviez un attrait pour la police, mais vous aviez aussi un attrait pour le renseignement, tout ce qui est secret. Oui. Ça, c'est depuis aussi depuis l'âge de 13 ans, depuis enfant. Oui, comment un enfant de 13 ans, il aime cela? Comment ça se matérialise? Est-ce que bien, par exemple, j'aimais bien avec mes copines, lorsque je rentrais de l'école, raconter des histoires d'espionnage. Voilà. Je me voyais vraiment dans la peau d'un contre-espion. C'était une véritable passion. Ouais. Alors, par contre, je lisais peu de romans policiers, ça ne m'intéressait pas. Alors, vous êtes arrivé directement aux renseignements généraux en 1980 en tant qu'inspecteur. Comment ça s'est passé? Première expérience, première entrée en matière. Alors, une expérience très intéressante, puisque en 79, je passe le concours de commissaire de police, mais je rate malheureusement les oraux. Et ça me permet, à ce moment-là, à l'issue d'un petit examen, de rentrer dans la police comme inspecteur de police, qui a été une très bonne chose, parce que ça m'a appris le métier, un métier de terrain, puisque j'ai eu la chance d'être affecté aux renseignements généraux de la préfecture de police de Paris. Donc durant quelques mois, j'ai repassé bien sûr le concours que j'ai obtenu après, mais cette expérience d'inspecteur m'a montré quel était le travail sur le terrain, le travail concret d'un policier. Peut-être que les téléspectateurs qui nous regardent ce soir disent mais il y a quand même une réputation pour les RG, les renseignements généraux, qui est un peu... sulfureuse, une officine parfois proche du pouvoir, en tous les cas, qui va rendre des services au pouvoir, même si à l'époque, on ne parlait pas d'une machine à scandale. Non. On en a parlé après. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent il y a quand même une réputation, voilà, ça sent le soufre, tout ça. Malheureusement, c'est une réputation qui est totalement fausse, puisque la presse, en général, a mis l'accent sur des dérives qui ont eu lieu, il ne faut pas se le cacher, mais qui ne représentent absolument pas tout le travail de recherche des renseignements généraux, le travail dans tous les domaines, que ce soit le domaine économique, politique, le domaine social, économique, financier, et la lutte contre le terrorisme. Donc c'est vraiment dommage de donner une image sulfureuse à un service qui a rendu une direction qui a rendu de grands services à l'État. On parlera, si ce côté sulfuré, il a pu exister sur certaines affaires, mais revenons sur l'essentiel, finalement, le cœur de votre métier. Vous dites, là, en fait, les RG, ils doivent fournir une matière pour l'État, une matière pour gouverner, en fait. Il s'agit, il faut le dire, surveiller l'opinion, en tous les cas, sentir un petit peu les mouvements de contestation qui vont naître, etc., qui peuvent toucher l'économie, le social, et renseigner l'État à propos de cela. Exactement. Une sorte de veille. C'est une veille, c'est vraiment avoir l'écoute de ce qui se passe au sein de la population. Vous dites écoute, pas surveillance. Faites attention surveillance, aux mots. Écoute, oui, c'est tâter l'opinion publique, savoir quelles sont les préoccupations aussi du moment, c'est savoir que telle entreprise est en difficulté, que telle manifestation peut vite dériver. Enfin voilà, c'est pouvoir renseigner l'État, lui donner en fait les pouvoirs d'agir et de prendre les bonnes décisions. Mais puisque gouverner, c'est prévoir, donc il faut savoir ce que pense l'opinion. Mais vous dites, écoute, on pense forcément à surveillance. C'est-à-dire, si on surveille ce que pense l'opinion, on surveille, c'est une forme de morale publique, on pense, un petit peu... Non, parce qu'il ne s'agit pas, en fait, je me suis peut-être mal exprimée en disant, écoute, mais c'est plus savoir ce qui se passe, et non pas dans un but de surveillance ou à la méthode très KGB de rectifier les dérives de pensée des uns et des autres. C'est pas du tout ça. Vous le dites très bien et vous l'écrivez très bien, Brigitte Henry, puisque vous dites que ce n'est pas une police parallèle, c'est une police en fait, qui fournit l'information pour pouvoir agir et même pour pouvoir réorienter une politique qui aurait pris un mauvais chemin. Vous donnez des moyens pour gouverner. Tout à fait, c'est donner des moyens pour gouverner. Mais il y a eu aussi des scandales, parfois des gros dérapages, des affaires qui ont marqué. Est-ce que vous considérez que c'est, comment on va dire, inhérent, que cela va avec ce métier, cette mission ?
C'est une direction qui était faite d'hommes, d'hommes et de femmes, et bien comme toujours, il y a des gens extrêmement compétents, il y a des paresseux, il y a des personnes qui n'aiment pas ce métier et qui le font mal, et puis il y en a qui effectivement provoquent des situations qui sont inconcevables. Bon, il faut les faire partir, il faut punir ces actes lorsqu'ils sont répréhensibles. Voilà, mais c'est comme dans toute direction de la police nationale, et puis comme dans toute société humaine. Et peut-être, Brigitte Henry, que dans celle-ci, il y a moins une frontière, peut-être, que parce que vous êtes quand même amené à aller parfois loin dans les filatures, dans les écoutes, de travailler avec les indicateurs. Vous baignez parfois, et on le voit bien dans votre livre, vous baignez presque dans le même milieu. Oui. Comment où vous la placez cette frontière vous-même, par exemple? Parce que parfois vous avez dit, oula, attendez, là je ne sais plus exactement, il faut que je revienne un petit peu, je suis peut-être allée trop loin, non pas par rapport à certaines lois, mais même à votre règle et propre éthique, j'allais dire. C'est sûr, on est dicté par une éthique, par une déontologie aussi. Il y a une déontologie policière qui est suivie scrupuleusement par tous les fonctionnaires de police. Donc effectivement, en matière de renseignement fermé, ce renseignement qui concerne essentiellement la lutte contre le terrorisme, par exemple, la frontière est parfois difficile c'est à déterminer entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Mais parce qu'il y a des buts à atteindre. Quand on cherche des réseaux terroristes, quand on essaie d'identifier des individus à risque, bien parfois il faut prendre utiliser des moyens. Voilà, exactement. Qui sont légitimes. Il y a ce monde du secret, et ce monde du secret, il est concret, on le voit même, enfin nous on ne le voit pas, mais on a beaucoup parlé de la note blanche, je vais le préciser, vous le direz mieux que moi, une note blanche qui a envoyé un ministre, il n'y a évidemment pas d'en-tête, il n'y a pas le nom de celui qui a envoyé, et encore moins le nom de celui qui a informé. Alors nous, ça nous paraît quand même entouré d'un halo de mystère. Ces notes qui arrivent sur le bureau d'un ministre, lui-même ne sait pas d'où cela vient. Alors il sait que ça vient. Il sait que ça vient des renseignements généraux. Voilà, parce qu'en général, c'est le directeur central qui lui remet la note blanche, qui lui remettait la note blanche. Donc il savait très bien que ça provenait des renseignements généraux, mais il y avait un souci de confidentialité, à la fois pour préserver le nom du rédacteur, et puis effectivement, comme vous le soulignez, pour préserver surtout celui qui avait informé. Vous pouvez nous le dire aujourd'hui, vous en avez alimenté de ces notes blanches J'en ai fait beaucoup. Oui, beaucoup. Et vous saviez sur quel bureau elle allait atterrir? Souvent, en général, le bureau de ministre de l'Intérieur, peut-être de la Défense. Je la remettais au directeur central, qui la remettait bien sûr au directeur de cabinet, au ministre, et ensuite à Matignon et à l'Élysée. Vous avez beaucoup parlé depuis tout à l'heure, c'est tout à fait normal, de la lutte contre le terrorisme. Brigitte Henry, souvent, malheureusement, quand il y a eu des attentats, on a mené des débats ici même, et beaucoup ont regretté que cette lutte contre le terrorisme, elle tienne pas assez suffisamment compte de l'humain, qu'on soit déconnecté du terrain, qu'on s'appuie plus sur les nouvelles technologies et tout cela. Est-ce que ça, vous le regrettez vous-même et vous l'avez ressenti au quotidien? Bien sûr. On a perdu cette spécificité française. Tout à fait. On a perdu déjà le maillage RG, qui était très important, puisqu'il y avait des RG dans tous les départements, dans les plus petites communes. Alors bon, ça représentait un coût aussi en matière d'effectifs, bien sûr, mais en tout cas, beaucoup de renseignements remontaient et permettaient de savoir ce qui se passait, notamment dans les banlieues difficiles. Et c'est ce travail RG qui était très important, qui a permis aussi de découvrir des réseaux terroristes lorsqu'il y a eu des attentats dans les années 80-90 qui sont restés dans toutes les mémoires. Donc il est certain que la DCRI, qui a été créée en 2008, n'a pas tenu compte de ce maillage. D'ailleurs, ce maillage s'est effrité par la force des choses, puisque les fonctionnaires RG sont en grande partie ont quitté la DCRI pour aller en sécurité publique. Donc, parfois, ils ont été poussés à partir. Ils ont été poussés à partir. C'est une autre culture, les RG, on n'en veut pas. Exactement, puisque c'est plutôt la DST qui a pris le pas sur les RG. Et ce maillage a disparu. Et le renseignement humain a disparu, Brigitte Henry, avec toute une culture, tout à fait. Alors, vous parlez de nombreuses affaires retentissantes. Une que l'on a en tête, c'est une parmi d'autres. C'était l'affaire Ben Barka, du nom de cet opposant marocain enlevé
plein Paris, c'était devant la brasserie Lippe. Et avant, il y avait eu, le rendez-vous qu'il devait avoir, ou ce rendez-vous bidon qu'il devait avoir. Il avait été interpellé, selon des témoins, par des policiers français. Certains témoins le voient partir et puis on ne le reverra plus. Il y a eu énormément de versions. Il y a eu après des suicides dans cette affaire qui est extrêmement compliquée. Mais dans ce monde trouble et double, quel a été le rôle des RG, des renseignements généraux? Alors le rôle a été très important, le rôle des RG, puisque c'est un commissaire des renseignements généraux qui rencontre un informateur et lequel informateur va lui dire « mais j'ai participé à l'enlèvement de Ben Barka, je sais où il se trouve et je sais qui est venu le voir et qui l'a blessé, mais il était vivant lorsque cet informateur a quitté les lieux. » Donc il dit ça à ce commissaire des renseignements généraux qui, bien entendu, prévient immédiatement son homologue de la PJ. Et voilà, mais pour autant, on ne saura pas exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Vous parlez également de beaucoup d'autres affaires marquantes. Comment on écrit ce genre de livre? Est-ce qu'on l'écrit sans demander d'autorisation, même si vous avez quitté, J'ai quitté ce milieu? Une dizaine d'années. Est-ce que vous avez une totale liberté par la suite, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes évidemment... J'ai eu une totale liberté, je n'ai demandé l'autorisation à personne. À personne. À personne. Et voilà, bon, je ne fais pas état d'enquête extrêmement confidentielle. J'ai fait bien attention pour cela. Non, mais votre démarche, c'est plus d'expliquer ce que c'était au-delà du côté sulfureux, de tout ce qu'on peut imaginer. Il y a beaucoup de fantasmes, d'expliquer quel était vraiment votre travail concrètement. Exactement. Exactement, c'est dire ce qu'étaient les renseignements généraux, montrer qu'ils ont fait beaucoup pour la paix publique et puis effectivement évoquer des affaires qui ont défrayé la chronique à l'époque. Oui. Ce sont des vocations qui suscitent encore beaucoup de fantasmes aujourd'hui quand quelqu'un dit... Ah oui, je pense, oui. Beaucoup. Autour de vous aussi, j'imagine. Oui, et puis le sigle RG restera, je pense, dans la mémoire collective très longtemps. Il reste une fierté pour vous? Ah, une grande fierté. Je suis, très heureuse, très fière d'avoir appartenu près de 30 ans aux renseignements généraux. En tout cas, et vous avez fait sur le terrain, vous avez mené de nombreuses enquêtes, vous parlez de ces affaires, mais vous parlez aussi du rôle des renseignements généraux et vous rappelez ce maillage qui est essentiel, qui a été essentiel évidemment. Figures, coulisses, méthodes et secrets d'une police qu'il n'aurait peut-être pas fallu supprimer. Histoire secrète des RG chez Flammarion. Merci à vous Brigitte Henry. On arrive presque à la fin de cette émission. Comme d'habitude à présent, à suivre, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. Aller vite et mieux respirer. Au guidon de son vélo, cette jeune consultante en communication digitale a pris conscience de la nécessité de se déplacer autrement dans une ville polluée et saturée. Quand on voit, là je suis au croisement des boulevards en bas de chez moi, qui sont tout le temps super pleins, et qu'on s'imagine qu'en fait ce trajet-là, il pourrait le faire à vélo, la circulation serait beaucoup plus fluide. Mais circuler à vélo dans Paris ne se fait pas sans quelques frayeurs ou mots fleuris. C'est pour les vélos en fait. Ah bon, je savais pas. C'est écrit, il y a un petit passe vélo. Non mais je sais pas lire. Je suis pas français moi. C'est un dessin, vous foutez de ma gueule en fait. Ouais, bien sûr. Putain. Ah oui, tu vois pas que je Pourquoi vous voulez pas aller là? Tu vois pas que je t'emmerde? Même si la cohabitation n'est pas toujours évidente avec les deux roues et les voitures, Philomène ne lâcherait pour rien au monde son guidon. La question n'est pas d'interdire des manifestations, mais qu'elles puissent se dérouler en toute sécurité. Pour qu'elles se déroulent en toute sécurité, il faut les connaître. Et moi, je considère que des lycéens, des jeunes peuvent avoir envie de témoigner de leur compassion, de leur soutien à Théo, de leur volonté que la justice passe. Et donc tout cela est normal. Il est beaucoup mieux de connaître les lieux de manifestation afin de pouvoir les sécuriser. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait des lycéens, ceux qui venaient avec des intentions pacifiques, et qu'il y avait un certain nombre de groupes cagoulés qui voulaient s'en prendre aux forces de l'ordre, qui voulaient s'en prendre aux magasins, qui voulaient piller, qui voulaient éventuellement s'en prendre à ceux qui manifestaient. Et cela, je ne l'accepte pas, je ne l'accepterai jamais. Et donc, il est beaucoup mieux de prévoir les choses en amont. Il y a aujourd'hui une forme de bonapartisme d'extrême gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon.
avec une figure, on le voit, y compris dans le style, dans la voix, dans la volonté de montrer qu'il est le chef. De la même manière, nous avons ça à l'extrême droite, qui est une figure assez classique. Et même si j'ai beaucoup d'estime pour Emmanuel Macron, même s'il y a des ralliements, moi je ne me sens pas dans une vision, y compris d'ailleurs de la façon dont il envisage ses députés et sa majorité, c'est de dire ce sont des gens qu'on choisira et qui ont vocation à soutenir le président. Ça ne peut pas marcher. Ça s'appelle une forme de bonapartisme. Je suis encore jeune, donc la santé pour l'instant ça va. Pour les premiers mois, quand on sent le peur, c'est compliqué, mais après c'est une habitude. Le corps il s'y fait, quoi. Il y a 50 ans, les dockers étaient plus de 7000 au Havre. Ils ne sont plus que 2370 aujourd'hui. Florian appartient peut-être à cette dernière génération d'ouvriers. Les plus grandes puissances portuaires ont déjà cédé à l'entière automatisation. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Demain, votre rendez-vous matinal, c'est Territoire d'Info. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir dès lundi, 22h, pour une nouvelle semaine avec une actualité politique toujours aussi intense. Merci encore. Belle fin de soirée à notre compagnie. Vos rendez-vous avec Public Sénat. Je m'appelle Joseph Rezinski, et je vis ici, dans la banlieue de Paris, au milieu de ces familles entassées dans ces bidonvilles. Va, dégage-toi! Moi, j'ai des gosses à nourrir. Ces hommes sont humiliés, monsieur le maire. La solution, on la connaît tous les deux. Il faut les raser le camp. Et les gens? Chaque chose en son temps. Vas-y, géant! Montre-la! Je veux partir d'ici. Je n'essaie pas de détruire cette population. Parce que ces familles-là, c'est mon peuple. Ce qui compte, c'est la fierté. Si la société accepte la misère, eh ben la misère, elle existe. Joseph l'Insoumis, samedi à 22h30 sur Public Sénat. Public Sénat, au cœur du débat. Ça vous regarde, présenté par Arnaud Ardouin, dans un instant. Que font les Français de leurs congés payés? On se pose la question dans Droit de Suite pour commencer un documentaire. 36, mes premières vacances. Puis le sociologue Jean-Didier Urbain, le député Daniel Fasquelle, l'anthropologue Saskia Cousin et le journaliste Gavin Clemente Ruiz seront à mes côtés pour s'interroger sur les vacances des Français. Droit de Suite, présenté par Jean-Pierre Gracien, ce soir à 00h30.